Bon, bah alors je commence par remercier Myriam et toute l'équipe de 5T, évidemment, de nous laisser la parole sur une thématique qu'on travaille depuis plusieurs années. Quand je dis on, c'est en particulier l'Alliance Green IT, l'AGIT, dont j'ai l'honneur d'être vice-président et qui travaille sur le sujet du numérique responsable et qui embarque une centaine d'acteurs, tous engagés dans cette démarche de responsabilité numérique. Donc c'est une belle occasion pour nous chaque année d'intervenir à cette table ronde sur le numérique et ça rentre complètement dans notre raison d'être qui est de sensibiliser, de partager les bonnes pratiques. Donc merci encore une fois Myriam de nous ouvrir cette petite fenêtre d'expression et on est très très fiers de pouvoir participer à cet événement qui est très très riche, d'autant plus riche cette année que le thème c'est l'innovation. Et que depuis 2 jours, on entend quand même pas mal parler aussi de transformation digitale, des différents secteurs, des différents sujets. Donc tout le monde a un petit peu abordé notre sujet du numérique. Donc je pense que les participants qui vont participer à cette table ronde ont aussi beaucoup de valeur ajoutée à partager avec vous, comme nous, on a pu aussi en bénéficier autour de toutes les conférences qu'on a suivies depuis hier. Donc pour introduire le sujet, l'innovation au service du numérique responsable et durable. Alors c'est vrai que dans un premier temps, quand Myriam m'a proposé cette thématique, j'étais pas totalement à l'aise, je vous cache pas. Moi qui prône beaucoup la sobriété dans les usages, etc., je me suis dit, ah, aïe, on va être dans la table ronde du technosolutionnisme où la techno va sauver la planète. J'étais pas hyper à l'aise. Et puis finalement, en participant et en préparant cette table ronde avec les participants, il se trouve qu'on a abordé beaucoup d'innovations, mais très peu technologiques. Donc c'était vraiment une surprise pour moi et donc je suis ravi encore une fois de participer à cet échange avec cet angle sur l'innovation, cet angle à la fois technologique, économique et sociétal qu'on va aborder grâce à nos intervenants, que j'invite à me rejoindre autour de ces chaises. Donc je vais appeler Brice Fournet, directeur grand projet Data Center France chez Bouygues Energy Service. J'appelle Jérôme Totel, directeur de la stratégie et de l'innovation chez DataCad. Vous pouvez les applaudir, comme vous êtes très nombreux. On peut aller standing ovation. Non, je vais me calmer, pardon. Simon Cardon, fondateur CEO de Digital Forest. Stéphane Lavaux, CIO de Neotic. Emmanuel Muri, directeur général d'Open Studio, et enfin Mathieu Delem, président du groupe Contrôle A. Par rapport aux différentes discussions que nous allons aborder, parler un petit peu de chiffres clés et cette fameuse loi de Moore. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, on disait qu'on produisait des équipements qui, tous les 18 mois, doublaient de capacité. Et puis on sait que maintenant, cette loi n'est plus vérifiée, mais néanmoins, la loi de Moore, ça existe encore sur la puissance informatique, ça existe sur la consommation électrique, c'est-à-dire que, en gros, tous les 2 ans, on double les consommations électriques appliquées aux services numériques. C'est aussi vrai pour les émissions de CO2 et c'est aussi vrai pour la production de données. Il faut savoir que en moyenne, aujourd'hui, la capacité d'un ordinateur individuel est autour de 500 gigas, quand il n'était que de 80 gigas il y a quelques années. On estime à 175 zeta-octets la production de données d'ici 2025, donc demain. Donc, juste pour rappel, un zeta-octet, c'est 1000 milliards de gigaoctets. Donc 175 en 2025. Et 10 ans plus tard, en 2035, 2142 zeta-octets. Donc, x 12 en 10 ans. Donc, vous imaginez un petit peu tout ce que ce besoin en stockage de données va nécessiter comme chaîne matérielle. Et là, je ne vous parle que des données, je ne parle pas des calculs, parce qu'évidemment, on va parler d'intelligence artificielle. Là, l'enjeu, c'est le calcul, c'est la vitesse de calcul, ce n'est pas les données. Donc, tout ça se cumule. En termes de puissance de calcul, entre 1990 et 2020, on estime que la puissance informatique en place a été multipliée par 1 milliard. C'est-à-dire qu'on traite aujourd'hui en 1 seconde l'ensemble des opérations qui ont été traitées antérieurement pendant 1920 années. Et d'ici à 2030, la puissance informatique va être encore multipliée par 1 milliard. C'est-à-dire qu'une opération qu'on traite en 1 seconde aujourd'hui, 1920 années d'opération, ce sera traité en 1 milliardième de seconde d'ici à 2030.
Donc vous voyez un petit peu tous les enjeux et où je veux en venir pour introduire le sujet. Donc comme vous le savez, un service numérique, c'est un applicatif qui est porté par un terminal qui souvent est connecté à un réseau. Et à travers ce réseau, on va aller interroger des serveurs qui eux-mêmes ont des applicatifs. Et ces serveurs sont hébergés dans des data centers qui sont des bâtiments. Et donc on a la chance aujourd'hui d'avoir des acteurs emblématiques qui représentent à peu près l'ensemble de toute cette chaîne. Et donc, on va commencer par la partie la plus dure, la partie du bâtiment. Et donc, je vais laisser la parole à Brice Fournet qui va nous expliquer, aborder avec nous quelles sont les innovations qui sont en lien avec le bâtiment et qui visent à faciliter un numérique responsable et durable. Merci beaucoup. Pour rebondir sur cette introduction, c'est vrai que la mise en perspective est toujours intéressante. Quand on pense que le premier iPhone, c'est 2007, et ça a été vraiment un changement dans nos usages du numérique, dans le volume de données. Donc, on a de plus en plus de données, ça a été rappelé. Et pour traiter tout ça, on a d'abord mis en place les infrastructures d'Internet, mis en place des data centers et de plus en plus de services. Les data centers, finalement, par rapport à notre numérique, c'est une des trois composantes. C'est la partie, c'est là où le cloud n'est plus un nuage. Après, on a aussi les réseaux télécoms et puis on a les terminaux. L'empreinte environnementale des data centers, finalement, est moindre que celle de l'ensemble des réseaux télécoms et largement moindre que celle de l'ensemble des terminaux, de tout ce qui peut être connecté aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, quand même, beaucoup de choses sont connectées. Néanmoins, les data, on peut agir dessus et c'est ça qui est bien. Dans les data centers, on a toujours été en quête de performance et aujourd'hui, c'est la façon la plus optimale en termes d'empreinte environnementale et de bilan carbone et de consommation énergétique, c'est la façon optimale d'héberger tous les services informatiques. Pourquoi? Parce qu'en mettant tous les serveurs, tout le stockage et une bonne partie des équipements de réseau dans des bâtiments dédiés, on arrive à optimiser le fonctionnement. Au cours des 10-15 dernières années, on a eu un certain nombre d'innovations incrémentales, à la fois de l'innovation sur les équipements donc, qui permettent d'avoir une alimentation sécurisée, qui font que ça marche en permanence, les équipements qui permettent de climatiser, c'est ça l'informatique, parce que un serveur, finalement, ça produit rien en termes de convertisseur d'énergie, ça convertit de l'énergie électrique en chaleur. Ça ne produit pas d'énergie mécanique, ça ne fait rien d'autre, quoi. Donc, on a énormément amélioré, ce qui fait que on a une métrique dans l'univers des data centers qui est le Power Usage Effectiveness. On l'a divisé par 2 au cours des 10 à 15 dernières années. Il y a encore des vieilles salles informatiques avec des Power Usage Effectiveness tout à fait pourris. Il y a encore du boulot pour les améliorer, pour les rénover, pour transférer ces équipements informatiques soit dans des data centers dignes de ce nom, soit sur le cloud. Mais aujourd'hui, on voit qu'on est à un moment où on a des innovations de rupture. Parce que finalement, les data centers qu'on construit aujourd'hui, ou en tout cas qu'on met en service aujourd'hui, ressemblent beaucoup à ceux qu'on faisait, ceux qu'on fait depuis 2007, on va dire. À peu près 2007-2008, où on a eu quand même des vraies évolutions au niveau des designs. Et là, dans les innovations de rupture qui arrivent, j'imagine que tout le monde a entendu parler des puces à très très haute densité faites par NVIDIA pour les applications d'intelligence artificielle. Pour climatiser les fameux ça, GPU. Voilà, les GPU. Et donc, pour climatiser ça, on est aux limites de l'exercice avec les technos traditionnels. Et donc là, on arrive sur des technologies différentes. Immersion cooling, donc on va refroidir à cœur les puces. Et ces technologies, finalement, vont nous amener à repenser la façon dont on conçoit les bâtiments. Avec encore un gain qu'on estime, alors nos calculs, c'est fait en interne, c'est notre estimation, on estime qu'on peut encore gagner 60% sur l'énergie dédiée à la partie climatisation par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, et diviser par 2 à 3 la surface des bâtiments, donc avec tous les gains d'empreinte qui vont avec. Donc ça fait partie, au-delà de toutes les améliorations qu'on a pu faire au cours des dernières années, ça fait partie des pistes qui sont vraiment intéressantes aujourd'hui. Et on est dans cette période de transition où là, dans les 5 années qui viennent, on va petit à petit avoir des bâtiments qui vont être conçus différemment. Alors, dans la période de transition, on va avoir des trucs un peu bancals, hein. Les projets qu'on voit arriver en ce moment, ils sont censés savoir tout faire, savoir ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fera demain. Donc, ce n'est pas la meilleure façon d'optimiser. Ça, c'est un des sujets importants. Ensuite, on a, même si la loi de Moore est toujours... enfin voilà, elle est un peu à la peine, on a encore
on sait que les puces vont encore s'améliorer. Ça veut dire qu'à kilowatt constant, on va produire toujours plus de traitements informatiques. Donc là-dessus, on a aussi une amélioration au niveau des couches basses, on va dire. Bon, moi, je vais rester sur la partie bâtiment qui est mon domaine. Tout ça, malheureusement, en termes d'empreinte carbone du numérique, même si on a beaucoup amélioré la performance énergétique et la consommation d'énergie, au premier ordre, c'est ce qui impacte le plus l'empreinte carbone des data centers. Au-delà de la construction, c'est beaucoup plus, sur la durée de vie du bâtiment. Même si on l'a beaucoup amélioré, aujourd'hui, la croissance des besoins est telle qu'on peut faire tous les efforts qu'on veut, on n'arrive pas à compenser ça. Ça veut dire que si on réfléchit en budget carbone restant à émettre, je ne sais pas si vous êtes familier de cette notion qui a été bien développée dans les derniers rapports du GIEC, mais ce budget carbone restant à émettre, aujourd'hui, donc, on est en train d'en investir une part dans nos infrastructures numériques. Je vais laisser après mes confrères ici pour parler plus des externalités positives du numérique, mais donc c'est un choix collectif que nous faisons peut-être à défaut plutôt que de manière très consciente, mais en tout cas c'est un choix qui est fait d'investir de ce budget carbone restant dans nos infrastructures numériques, et donc les data centers sont une des moins mauvaises façons de concentrer et de maîtriser toutes ces consommations. À titre personnel et au niveau donc plus au niveau de notre équipe, on a parlé hier d'organisation et d'innovation organisationnelle. Nous, il y a quelque chose qu'on déploie chez nous qui est une méthode de comptabilité triple capital, méthode CARE, peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est-à-dire qu'on va avoir une comptabilité pas uniquement des actifs et du passif financier, mais aussi humains et aussi environnementaux. Un des effets très positifs, c'est que déployer cette méthode-là dans une équipe, c'est déjà se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Rien qu'un an de groupe de travail avec toutes les parties prenantes dans l'équipe pour se dire qu'est-ce que ça veut dire chez nous, quels indicateurs on va suivre, comment on va le mettre en place, ça a énormément aidé tout le monde dans l'équipe à gagner en maturité sur l'ensemble des problématiques RSE. C'est bon? Non, j'ai des... On peut conclure. Bon, avant de passer la parole à Jérôme, je crois que vous vouliez aborder la partie capture aussi. Oui, alors, juste parce que c'est petit changement par rapport à une discussion qu'on a eue ce midi, juste pour dire que, voilà, et passer la parole à Jérôme. Donc, la filière des data centers en France est organisée, donc on a une présentation de nous-mêmes organisée autour de l'association France Data Center. Data 4 est un des membres fondateurs importants de France Data Center. France Data Center est présidé par Olivier Micheli. Moi, j'en suis aussi parti depuis le début. Donc, l'ensemble de la filière évidemment travaille sur l'empreinte environnementale de nos projets. Et je dois dire qu'en France, on est plutôt très, très moteur par rapport à ce qu'on peut voir dans notre pays. Donc, petit satisfecit sur ce sujet-là, même si il y a encore beaucoup de chemin. C'est une excellente transition pour passer le micro à Jérôme. Donc, Data4 fait partie de ces acteurs qui exploitent ces bâtiments pour des services d'hébergement. Donc, Jérôme, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu quelques perspectives sur les usages qu'on a, un petit peu les moyens qui sont à notre disposition, peut-être aussi les moyens dont on va avoir besoin? J'ai lu des chiffres comme quoi, en termes de consommation électrique, ce que consomme le numérique aujourd'hui, ça va être doublé d'ici à 2030 au seul bénéfice de l'IA. Donc l'IA devrait représenter dans 2030, encore une fois, c'est demain, ce sera la moitié de la consommation électrique du numérique. Donc c'est loin d'être négligeable. Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner ces perspectives et puis bien sûr nous donner quelques exemples d'innovation qui visent à toujours produire un numérique plus responsable et durable? Bien sûr, merci Romuald. Bonjour à tous. Donc Data4, on construit, on finance et on opère des data centers. On est une société française, à l'époque une joint venture avec Alcatel. Et maintenant, on est un groupe toujours français avec des data centers dans 7 pays en Europe. Je confirme l'ensemble de ce que Brice vient de dire à l'instant. C'est exactement les tendances que nous, on observe. Depuis quelques années, on voyait le cloud comme un grand virage. Et depuis, on va dire 2 ans, on ne nous parle plus que d'IA.
Et donc aujourd'hui, comme ces 2 jours d'université d'été étaient réservés à l'innovation, on s'est dit que ce serait intéressant de parler spécifiquement d'IA dans les data centers. Donc quelques chiffres. Aujourd'hui, au niveau mondial, il y a à peu près 60 gigawatts de data centers installés partout dans le monde. Ça va être doublé d'ici 2030, partout dans le monde, ce sera à peu près 120. Au niveau européen, ça sera à peu près doublé également. Et en France, ça sera plus que le double, ça sera à peu près multiplié par 3. Pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que la France a un positionnement très central par rapport à la localisation de ses données. Donc si on installe un cloud ou une plateforme d'IA en France, elle est accessible à équidistance de pas mal de pays européens, premièrement. Et deuxièmement, on a une énergie assez décarbonée. Et donc, quand vous êtes une société internationale, que vous choisissez où est-ce que vous allez installer votre plateforme, vous avez un grand intérêt à vous installer plutôt dans les pays où c'est décarboné. Donc en France, on estime à peu près à 1,6 gigawatts de data center en 2030, alors qu'en 2023, on en avait à peu près 600 mégawatts. Voilà. Ça, c'est le premier sujet. Et sauf que pour prendre ce virage de l'IA, et on verra tout à l'heure, je vous expliquerai la fin de mon intervention sur tout ce que peut apporter l'IA. L'IA, ce n'est pas que ChatGPT pour générer des images, c'est bien plus que ça. Il y a 2 solutions. Soit le virage de l'IA, on le voit passer, et puis finalement, on sera des utilisateurs, parce que je pense que l'ensemble des entreprises l'utiliseront, mais on ira utiliser des data centers et on ira mettre nos données ailleurs qu'en France ou en Europe. Ça, c'est la première solution. Soit on s'organise pour que ce virage de l'IA, on le prenne correctement et que les chiffres que je vous ai annoncés, on les voit réellement en 2030 avec tous ces data centers, notamment en France et en Europe. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout un rapport que je vous invite à... Alors, il fait plusieurs dizaines, voire centaines de pages, remis à Emmanuel Macron en mois de mars, je crois, mars ou Sinon, avril. on demande à ChatGPT une synthèse. Hein, peut-être. Et dedans, on parle de 3... Alors, il y a plein de choses. Hein, ça ne parle pas que des data centers. Les data centers, il y a un petit paragraphe juste à la fin. On parle de plein de choses, d'emploi, etc. Néanmoins, sur la partie infrastructure, c'est écrit noir sur blanc et je cautionne à 100% ce qui est écrit. On prendra le virage de l'intelligence artificielle en France si on développe les infrastructures, premièrement télécom, donc les réseaux de fibre. Et aujourd'hui en France, on est très bien positionné en termes de réseaux fibre grâce aux délégations de services publics qui ont été mises en place depuis début des années 2000. Donc ça, c'est le premier point, il faut qu'on continue. Deuxième point, développer des infrastructures numériques de data center. Donc ça, c'est notre fer de lance. Et le troisième sujet, c'est rapatrier et devenir des vrais fabricants de puces, et notamment les fameux GPU qui aujourd'hui sont fabriqués, je pense, à peu près à 99% à Taïwan. Si demain on décide de ne plus nous vendre de puces, on ne fera pas d'intelligence artificielle en Europe. Donc, mais avec des machines hollandaises, non? Et alors, les systèmes de gravure sont hollandais. Voilà. Et donc, l'objectif de ce rapport, et c'est également un objectif européen, c'est de rapatrier 20% d'ici 2030 de ces fabrications de puces en Europe et spécifiquement en France. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut qu'on mette en place pour tirer notre épingle du jeu de l'IA et que nos entreprises françaises, quand elles font appel à de l'IA, qu'on n'aille pas dans des data centers en Asie ou aux États-Unis. Juste pour info, aujourd'hui il y a 2000 data centers aux États-Unis, il y en a 250 en France. Donc vous voyez un petit peu le déséquilibre. Donc ça c'est le premier point pour gagner cette course à l'IA. Néanmoins, c'est un énorme challenge, c'est exactement ce que Brice disait à l'instant, pour des sociétés comme nous, puisqu'on est en hyper-croissance. Construire un data center et l'opérer, ça a un impact environnemental, notamment quand on le construit. Il y a un impact qui n'est pas négligeable, loin d'être négligeable quand on le construit. Et donc, ce qu'on fait, c'est que on cherche à minimiser cet impact. Donc, on met en place des mécanismes d'ACV sur l'ensemble des data centers qu'on construit, avant même de commencer à le construire. On fait l'ACV, on vérifie et on utilise des équipements qui, à l'instant T, sont disponibles et auront un impact le plus faible possible. Donc c'est là où on innove dans certains sujets, notamment du béton bas carbone. On a déjà certains éléments constituants de nos data centers qui sont béton bas carbone. En 2027, l'ensemble de tous nos data centers construits seront en béton bas carbone, y compris les dalles et les poteaux. Ça, c'est le premier point. On met maintenant uniquement des batteries lithium dans nos data centers parce qu'on peut les garder plus longtemps. Du coup, c'est mieux, en tout cas, c'est moins pire pour l'environnement. Et puis, plein d'autres sujets comme ça. Et on est aussi utilisateur d'intelligence artificielle en interne pour améliorer l'efficacité énergétique de nos data centers.
Donc ça, c'est un peu toutes les innovations, mais on pourrait en parler pendant pas mal de temps. Ce qu'on voit également, c'est qu'en France, on est, par rapport à tous les pays européens, on est en avance sur la réglementation. Notamment depuis maintenant l'année dernière, l'ARCEP, Autorité de régulation des télécoms, demande également aux data centers de fournir des indicateurs environnementaux, donc notre consommation d'énergie, consommation d'eau, PUE, etc. Et c'est ce qui est en train de se passer au niveau de la directive efficacité énergétique européenne. Donc maintenant, c'est tous les pays européens qui vont demander ça, mais en France, on était le premier pays à faire ça. Donc ça, c'est un exemple qui explique qu'en France, on est plutôt bien positionné sur ces sujets environnementaux. Et je vais terminer juste par ce que peut apporter l'IA. Alors déjà, premièrement, l'IA, ça va très vite. Juste pour fixer un peu les idées, quand ChatGPT, il y a 2 ans ou 2 ans et demi, a été lancé, ils ont eu 100 millions d'utilisateurs en 2 mois et demi. Spotify, ils ont mis 14 ans, ou 13 ans, je ne sais plus, 13 ans pour avoir ça, parce qu'avant avant la vente en ligne, ils faisaient également la vente de vrais DVD physiques. Voilà. Et puis Facebook, ils ont mis 4 ans et demi. Donc en 2 mois et demi, donc ChatGPT a réussi à avoir ces 100 millions d'utilisateurs. Donc cette bataille à l'IA, il va falloir aller vite. Et construire un data center, c'est plusieurs années de conception, etc. Donc si on veut atteindre 2030 ces objectifs, il va falloir qu'on aille vite. Et donc ce que peut apporter l'IA, ce n'est pas que ce qu'on voit notamment dans le grand public et ce que les journalistes nous demandent tous les jours sur et qu'est-ce que je peux faire et les fake news, etc. Oui, c'est une partie de l'IA, c'est ce que la partie grand public peut voir. Néanmoins, l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit les transports, le médical, les télécoms, l'IT, etc., tous les secteurs peuvent utiliser l'IA. Et les 2 meilleurs exemples, je trouve, c'est dans le médical. C'est que des chercheurs de Polytechnique ont sorti un document au mois de juillet dernier, là, il y a un mois, en expliquant grâce à l'IA, ils sont capables de détecter en avance de phase et grâce aux jumeaux numériques des signes des signes de maladie de Parkinson 15 ans avant l'apparition physique de ces phénomènes sur la personne. Ce qui veut dire qu'on serait capable d'apporter des traitements en avance, puisque on n'attend pas de voir les symptômes physiques 15 ans plus tard pour commencer à gérer le souci. Ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième, toujours dans le médical, c'est que grâce à l'IA, on est capable de détecter 42% d'embolie pulmonaire de plus qu'avec des radiologistes humains. Donc, je pense que ces 2 exemples qui sont quand même assez intéressants, on touche au sujet médical et donc à essayer de vivre dans de meilleures conditions. Peut-être, et là j'ouvre le débat et j'en terminerai là, c'est peut-être essayer de regarder un peu nos usages, et on a tous une responsabilité là-dessus, que ce soit dans l'environnement personnel ou professionnel, de faire de l'IA quand il y en a besoin, et peut-être d'en faire un peu moins quand c'est un peu plus superflu. Voilà, j'ai terminé. Donc on arrête les messages sur Tinder à la base d'IA, si j'ai bien compris, il y a d'autres priorités. Simon, vous êtes le CEO de Digital Forest, une start-up dans le secteur du data center. Donc face au poids lourd, vous êtes le petit acteur joueur, mais qui est très, très agile et très innovant, parce que vous vous positionnez justement sur une solution la moins impactante possible. Donc est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les cas concrets que vous mettez en place pour tenir cette promesse, et puis vous développez un concept que vous appelez l'IT for Regen. Et donc, quand on connaît les impacts quand même catastrophiques sur le secteur du numérique, qui sont principalement liés à l'extraction des matières, et donc des conditions qu'on connaît tous ici, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce concept de l'IT pour régénération ? Merci Romuald, bonjour à toutes et tous. Simon Kernon, donc, comme vient de l'exprimer Romuald, je suis le fondateur de Digital Forest et de GreenWeb. GreenWeb qui fait aussi la mesure d'impact environnemental du numérique et de l'éco-conception web. C'est vrai que pour remettre un petit peu dans le contexte, le numérique, en tout cas la production du numérique, d'un point de vue environnemental, c'est avant tout une destruction. C'est-à-dire qu'on vient chercher des ressources. Et en fait, tout ça, ça se calcule bien maintenant, justement, en faisant des analyses de cycle de vie. On en a parlé tout à l'heure. L'avantage de l'analyse de cycle de vie, c'est qu'elle repose sur les 4
phase du cycle de vie, c'est-à-dire la fabrication, qui intègre aussi l'extraction des minerais, la partie commercialisation, la partie usage et la partie fin de vie. Et tout ça, en fait, pondéré sur 16 critères d'impact environnementaux et non seulement la partie carbone. Il y a 4 ans en arrière, il y avait quelques chiffres qui étaient sortis qui sont aussi assez intéressants. C'est que les GAFAM, sur la partie États-Unis, consommaient l'équivalent dans leur data center de 280 000 piscines olympiques en eau bleue, c'est-à-dire en eau potable. Une journée de télétravail sur un ordinateur, c'est à peu près l'équivalent de 9 km parcourus en voiture en termes de gaz à effet de serre. C'est l'équivalent de 44 litres d'eau consommée et de 25 grammes de déchets électroniques. Donc nos usages ont un impact. Ce qu'on a cherché à faire en créant Digital Forest il y a 4 ans, 5 ans avec la R&D, c'était, face à ce constat, c'était de se dire comment on est en capacité en fait, de produire les octets les plus écologiques possibles. Comment on peut réduire l'impact lié à toute cette partie cloud qui se trouve évidemment au-dessus de nous. Et derrière, il y a le soleil, évidemment. Malheureusement, le numérique, c'est quelque chose de bien matériel, comme je viens de le signifier. Donc, par rapport à Digital Forest, on a travaillé en fait en 3 phases. La première, c'était une approche qui était liée à ce qu'on appelle le Green IT, c'est-à-dire comment réduire l'impact environnemental intrinsèque du numérique en éco-concevant une infrastructure cloud. Et donc, on a travaillé à différents niveaux, et notamment, on a fait de la R&D pour créer nos propres serveurs sur la base de composants électroniques reconditionnés et à la fois éprouvés pour leur durabilité. Donc, pour avoir des composants électroniques qui étaient les plus robustes possibles. Ensuite, on a travaillé sur un algorithme qui nous permettait d'avoir des serveurs qui se mettaient en veille le plus facilement possible, notamment la nuit, puisque nous, on est en France, et qui tournaient au maximum à 95% de leur capacité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il fallait éviter justement la surchauffe de ces composants électroniques, parce que c'est ça qui favorise leur vieillissement. Donc, on s'est vraiment basé sur des aspects purement intrinsèques. Ensuite, on a cherché une infrastructure, donc un data center qui, lui, était alimenté en énergie hydroélectrique et notamment grâce au barrage issu du pourtour grenoblois. Donc, c'était assez intéressant aussi par rapport à l'image de nourrir et de fournir de l'électricité issue des Alpes, l'eau des Alpes dans nos serveurs. Alors, évidemment, c'est une image et c'est une facture puisqu'on dépend d'un mix énergétique. Et l'autre point, c'est surtout la question du refroidissement. Alors pour le refroidissement, le data center justement qu'on utilise, le data center principal, il utilise un système de géothermie inversée. Et en fait, on a des serveurs qui tournent à 19 degrés, ça propulse de l'air à 23 degrés dans des grands tuyaux qui vont 50 mètres sous terre, ça refroidit à 13 degrés et l'air remonte derrière. Et tout ça se fait sans électricité puisque c'est le petit ventilateur en fait, du serveur, donc c'est l'électricité du serveur, mais il n'y en a pas d'autre, qui permet de faire ça. Et surtout, c'est un système qui fonctionne sans eau. Parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, les data centers, notamment américains, utilisent beaucoup d'eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un combat autour du PUE que vous devez certainement connaître, c'est le Power Usage Effectiveness. Et en fait, ce PUE-là, on cherche à avoir le chiffre le plus bas possible. Mais ça veut dire, c'est le ratio en fait, entre la consommation des serveurs et la consommation du data center de façon générale. On essaye d'être le plus proche de 1. Sauf que pour être le plus proche de 1, en fait, on utilise des systèmes de refroidissement qui passent par l'eau. Et c'est pour ça que les GAFAM sont maintenant accusés en fait, de piller l'eau, notamment en Espagne, mais même un petit peu partout. C'est le problème aussi en Scandinavie. Donc notre première phase, elle était vraiment là-dessus, c'est-à-dire on voulait, dans cet esprit Green IT, produire cet octet le plus bas carbone possible qui nous permettait d'avoir un bilan carbone à aujourd'hui de moins de 10 tonnes une fois qu'on avait justement un peu tout coupé. La deuxième phase, on l'a beaucoup évoqué sur les différentes conférences, c'était plus autour de comment on est en capacité de traiter le résiduel à travers, non pas de la compensation carbone, mais plutôt de la contribution climatique.
Et là, on rentre dans une logique qui s'appelle plutôt, qui est une logique où on ne peut pas faire du 1 pour 1. Je le signale, ce n'était pas trop prévu dans mon intervention, mais en fait, la compensation carbone ne permet pas de dire j'utilise 1 et donc je vais chercher 1 de l'autre côté. En fait, ça ne marche pas comme ça parce qu'il y a une valeur qui est théorique entre les deux et qui est purement hypothétique. Donc ça, c'était notre deuxième phase. Donc oui, on a une contribution climatique à 2 fois la hauteur de nos émissions, mais c'est qu'une petite partie parce que de toute façon, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en fait, le problème, c'est qu'on utilise énormément de ressources abiotiques dans le numérique. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à réfléchir à comment faire en sorte que la technologie, elle devienne plus régénérative. Donc, régénérative pour le vivant, rien à voir avec les IA génératives. On en est loin. Donc, on a travaillé avec des chercheurs, des collectifs, etc., qui étaient spécialistes de la régénération. Et on s'est posé la question de mais comment en fait on intègre la technologie dans tout ça, comment la technologie peut être au service justement du vivant. Et donc, il reste 1 minute, hein, Simon. Pardon ? Il reste 1 minute, hein, faut... Ok, je suis sur le sprint final. Et donc on a travaillé là-dessus et en fait on a trouvé des pistes qui étaient intéressantes. La première des pistes, c'était de se dire que si on mettait autour de la table différents acteurs qui avaient des métiers complètement différents, on se rendait compte que les déchets de certains étaient peut-être des choses à valoriser dans les intrants d'une autre entreprise, etc. Et que, en fait, il fallait désiloter peut-être nos activités, il fallait rendre peut-être nos activités, les mettre au cœur d'un écosystème, et qu'au cœur de cet écosystème, en fait, on trouvait des solutions qui étaient hyper intéressantes. Et notamment, on s'est rendu compte que nous, nos serveurs, nos bêtes serveurs, par exemple, elles pouvaient servir et on pouvait les mettre accolés à un producteur de salade hors sol qui était dans un bâtiment, dans une ferme hors sol, comme ça se fait par exemple à l'heure actuelle, et que nous, nos déchets, c'est-à-dire tout ce qui était lié à la chaleur et une partie de l'électricité qui était utilisée, en fait, ça favorisait la culture de la salade. Donc on produit des octets à côté de la salade. Ça, c'était des pistes qui étaient envisagées. La deuxième chose, c'est vraiment, dans cette approche écosystémique, c'est comment on intègre nos parties prenantes, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire nos clients, nos fournisseurs, etc. Et comment nous, en tant qu'acteurs du numérique, on leur apporte en fait un levier qui leur permette, eux, d'être beaucoup plus régénérescents dans leur approche. Et c'est là-dessus que nous, on a avancé, on a mis en place du coup des chartes côté client, côté fournisseur, etc. pour en fait faire en sorte que tout notre écosystème aille vers une logique de plus en plus positive et que nous, on leur fournisse en fait les outils dont ils ont besoin pour eux être beaucoup plus efficaces. Et c'est ce qui nous permet, sur l'ensemble de l'écosystème, d'avoir en fait une balance qui est de plus en plus positive sur l'impact environnemental global. Merci Simon. Je vous remercie. C'est une excellente transition avec le reste, puisqu'on commence à parler un petit peu d'intelligence collective, de travail collectif et finalement d'innovation sociétale. Et donc, après avoir abordé cette couche bâtiment, un petit peu la couche équipement, on va s'attaquer à la couche applicative, la couche logicielle. Stéphane Lavaux, vous pouvez prendre le micro et vous développez différents applicatifs sur plein de secteurs d'activité différents. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'innovation dans le domaine du développement logiciel s'intègre dans une démarche de numérique plus responsable et durable? Oui, tout à fait. Merci déjà à tous de participer aussi à cette table ronde. Je pense qu'encore une fois, il y a beaucoup de sujets à traiter autour du logiciel et en effet, mes prédécesseurs, mais aussi les différentes tables rondes qu'il y a eu auparavant montrent que le logiciel a son intérêt. Donc, en effet, c'est un sujet très important. Alors, moi, je vais déjà un peu me présenter aussi, parce que c'est vrai que Neotic, on ne le connaît pas forcément. Donc, moi, je suis le CEO de Neotic, une société basée en Europe et en Asie. Et nos activités sont principalement autour du service. Donc, c'est-à-dire que nous travaillons pour différents groupes français, mais aussi asiatiques, au développement et à la maintenance en fait, d'applicatifs. Donc, à ce titre, comme je disais, on est au cœur du sujet et on travaille sur des sujets très variés. Alors maintenant, l'innovation dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien sûr l'émergence de pas mal de sujets. Donc je ne repasserai pas sur l'IA, etc.
Je passerai sur des cas très pragmatiques qui vous montreront un petit peu comment on fait pour arriver à quelque chose d'innovant, mais aussi, je dirais, de frugal dans tout ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, nous, quand on développe des logiciels, déjà, on commence par une chose très simple. On essaye de comprendre au mieux le besoin des gens. Et donc, pour exemple, nous avons beaucoup travaillé sur des logiciels embarqués, donc dans le milieu de l'automobile en particulier, mais aussi dans le ferroviaire, pour des gens qui font du métro dans une ville très connue de France. Donc, typiquement, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est d'évaluer les potentialités de service et les risques de mise en œuvre du service. Alors, quand je parle de risques, je parle bien évidemment de consommation d'énergie, de redondance des données, de redondance de requêtes aussi pour aller chercher les données. Donc tous ces aspects-là, en fait, font partie du sujet du développement. Donc nos architectes logiciels en particulier sont les premiers à sonner la cloche, si je puis dire, sur les méthodes de travail, etc. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, par exemple, sur un logiciel embarqué dans une automobile, vous avez nos chers amis de Tesla qui sont là et qui seront les premiers à vous le présenter, un logiciel qui contrôle tout, de A à Z dans la voiture. Donc, c'est-à-dire que la manière dont est conçu le logiciel doit permettre à l'utilisateur, donc au conducteur, de pouvoir accéder à toutes sortes de choses. Pour notre exemple, à Neotic, nous avons travaillé, nous, sur le contrôle en fait, de consommation électrique des véhicules, donc dans le ferroviaire et dans l'automobile. Donc, c'est de savoir, en fait, en gros, combien de kilowatts je consomme aux 1000 km. Voilà, donc ces logiciels-là, en fait, se tablent sur le tas de choses, des paramètres environnementaux, mais aussi de comportement. Et c'est là où, en fait, où le logiciel prend tout son intérêt, c'est qu'on n'est pas là que pour faire simplement rouler 4 roues, mais on est là aussi pour comprendre comment le conducteur conduit au final. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de tester la Tesla hier. C'est typiquement un sujet où je pense qu'ils ont déjà intégré. C'est-à-dire que la manière dont vous conduisez influe sur la manière que le véhicule réagit. Alors, vous allez me dire, c'est un peu normal. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, le logiciel est là pour contrôler votre manière de voir la chose en termes de conduite, certes, mais aussi pour comprendre tout ce qui se passe autour de vous. Donc, quand vous avez des véhicules aux alentours, vous avez des choses qui sont dans les angles morts, etc. Donc, le logiciel est là pour vous alerter et pour vous dire les choses qui sont à mener. Donc, quand on conçoit un logiciel, c'est exactement pareil. Il faut comprendre, bien sûr, qu'on est là pour faire tourner une voiture, certes, mais on est là aussi pour comprendre tous les problèmes qu'il peut y avoir autour. Parce qu'en réalité, le logiciel, il n'est pas là pour traiter, je dirais, la globalité du fonctionnement normal, mais aussi pour voir les cas d'erreur. Donc c'est là-dessus où nos architectes sont très souvent amenés à travailler. Alors ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose aussi sur la partie frugale hein, que je peux apporter, c'est que nous avons un leitmotiv, en particulier chez Neotic, qui est de dire on veut utiliser le plus possible l'open source. Donc l'open source, en fait, alors je laisserai après mes chers collègues argumenter un petit peu sur le sujet, mais juste pour vous dépeindre en fait, des aspects très pratiques de l'usage de l'open source et des bénéfices, je dirais, de l'open source. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, l'open source, ce sont quand même des logiciels qui sont relativement maintenus, qui ont quand même une pérennité dans l'avenir avec des gens qui travaillent dessus sur le long terme, mais aussi qui ont, comment dirais-je, une qualité qui n'a pas à rougir des autres produits. Alors bien sûr, il y a des fonctions qui sont peut-être inexistantes par rapport à d'autres produits du marché entre guillemets, payant, mais disons qu'aujourd'hui, l'open source n'a pas à rougir en tout cas des autres services. Alors grâce à ça, et on parlait de l'IA, mais on parlait aussi de tas d'autres sujets, CRM et autres, il faut savoir que l'open source vous permet en fait de réutiliser quelque chose. Il faut quand même être bien clair sur le sujet, le code est disponible, donc vous n'avez pas à refaire les choses. Donc ça, c'est une première chose. Donc vous perdez moins en termes de temps et donc de consommation d'énergie informatique, de développement, etc., à refaire des choses. Ça existe déjà. Et la deuxième chose, c'est que quand vous maîtrisez une plateforme, une technologie open source, vous pouvez tout à fait l'adapter à votre besoin. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il ne faut pas écraser une mouche avec un marteau. C'est exactement le cas. Et je prendrai juste un tout petit exemple de l'IA et de ce qu'on peut faire avec l'open source. Aujourd'hui, nous utilisons bien sûr, comme tout le monde, les outils open source qui existent, Midjourney, ChatGPT, Gemini et j'en passe, pour bien sûr comprendre les fonctionnements, les usages, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on pousse plutôt en fait, une consommation de l'IA qui soit beaucoup plus responsable, en ce sens que on estime que là, on est en train de taper sur une mouche, non pas avec un marteau, mais avec, je dirais, un missile nucléaire, en gros.
On a aujourd'hui des exemples typiques pour des clients qu'on est en train de mener. Alors, je ne peux pas forcément donner tous les détails, mais grosso modo, on met en mode hébergé des systèmes IA sur des bases open source qui font un service très focalisé. Donc, c'est-à-dire que j'entendais ce matin qu'on parlait un petit peu des usages de l'IA dans le bâtiment ou des choses comme ça. Typiquement, ce n'est pas la peine d'aller voir ChatGPT ou des technos de ce type-là. On peut aujourd'hui, dans l'usage d'un data center privé, mettre ses propres serveurs avec des GPU à soi, enfin si je puis dire à soi, sur des serveurs qui sont donc contrôlés en termes d'énergie, etc., et qui permettent en fait de faire le service exactement de la même manière. Donc ça, Une minute, hein, Stéphane. Très bien, merci. Donc il faut bien prendre ça en compte. Aujourd'hui, moi, je peux vous fournir des solutions d'IA qui seront sur l'open source, totalement responsables par rapport à la partie écologique du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec des gens comme Datafor, mais aussi tous mes petits collègues, on peut avoir des solutions Green IT top qui vous permettent d'avoir un IA open source et qui font exactement les choses que vous cherchez, comme ferait ChatGPT ou d'autres. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci, merci Stéphane. Donc, vous avez un petit peu introduit le sujet qui suit, c'est que l'open source, c'est une démarche sociétale, c'est une démarche collective. Et donc, dans ce domaine, Emmanuel, que vous représentez Open Studio, je crois que vous allez très très loin dans cette démarche collective pour embarquer justement tout l'écosystème, comme en parlait Simon. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous mettez en place pour mobiliser toutes les parties prenantes dans cet esprit de créer toujours un numérique plus responsable et durable. Oui, merci Romuald, bonjour à tous. Oui, donc je représente Open Studio. Notre baseline, c'est l'innovation numérique responsable. Juste pour positionner qu'on est sur ces sujets-là, donc sur l'innovation d'une part, mais sur le numérique responsable évidemment. Avant de répondre à la question sur notre modèle économique, puisqu'on a choisi de plutôt présenter l'innovation de modèle économique plutôt que l'innovation technologique, je voulais rajouter des points par rapport aux définitions du numérique. Il faut prendre conscience par rapport à tout ce qui a été dit qu'en fait, on est en train de vivre une accélération. Je disais, Romuald, qu'on double la capacité des data centers tous les ans ou tous les 2 ans. C'était tous les 5 ans il y a quelques années, et maintenant c'est tous les 2 ans. Et l'image de ChatGPT, elle est très juste aussi. Tout va beaucoup, beaucoup plus vite. Et il y a une deuxième notion, c'est qu'on arrive à gagner en efficacité. Donc on fait à kilowatt équivalent, on arrive à avoir plus de vitesse de calcul. Malheureusement, le numérique, il a un effet rebond. C'est-à-dire que plus on est efficace, plus on en met partout. Et donc, systémiquement, on consomme énormément plus. C'était juste pour compléter un petit peu ce qui a été dit. Alors nous, là-dedans, innovation numérique responsable, pour nous, l'open source, c'est la base de notre aventure. On a démarré par l'open source et on continue à travailler autour de l'open source. Pour nous, ça a du sens parce qu'on entretient un commun numérique, on se sert de briques que d'autres ont créées et on améliore, et elles sont ouvertes, donc les autres peuvent l'utiliser. L'image, pour bien comprendre, je vais rebondir sur ChatGPT et sur les LLM, les Large Language Models. ChatGPT, il est fermé, on ne sait pas comment il fonctionne. Derrière, c'est Microsoft qui a injecté des milliards de dollars pour entraîner ce modèle avec l'ensemble de la documentation générée par les êtres humains. En face, on a d'autres modèles qui sont open source. Meta en a fait un, Mistral en France on en a fait. L'avantage, c'est que l'avantage d'open source, c'est qu'on n'a pas les mêmes moyens que Microsoft, donc on est obligé de faire un peu plus frugal. Donc c'est des modèles qui sont plus petits, qu'on peut embarquer plus facilement et qu'on peut entraîner et spécialiser sur des données plus précises. Donc pour moi, l'avantage de l'open source, c'est qu'on n'a pas les mêmes moyens, donc on est obligé d'être efficace. Donc la frugalité, elle coule de source par définition sur ce domaine des LLM. Pour finir sur le modèle économique, la réflexion qu'on a eue, nous, c'est alors on a participé à ceux qui connaissent la Convention des entreprises pour le climat. Donc on s'est posé ces questions, comment devenir une entreprise régénérative? C'est le sujet, se poser la question
de la place de l'entreprise et comment améliorer notre écosystème. Et en faisant, nous, le bilan carbone d'Open Studio, on se rend compte que l'empreinte carbone d'Open Studio, en fait, elle est portée évidemment par le scope 3, c'est-à-dire les plateformes qu'on développe pour nos clients. Donc, soit, si nous, on veut devenir régénératif, en fait, il faut qu'on choisisse que des clients qui sont eux-mêmes dans la démarche. Alors, on a des clients avec qui on fait des plateformes pour la rénovation énergétique, on fait des plateformes pour l'agence bio, on fait des plateformes. Donc, on se dit, celles-ci, elles sont vertueuses. Donc, il faudrait qu'on choisisse que des clients comme ça, ou qu'on essaye de faire basculer nos clients vers ce modèle-là. Donc, c'est en partant de cette réflexion-là, on a décidé d'appliquer en fait les entreprises qui sont dans la démarche, de leur appliquer un tarif à prix coûtant pour les inciter à continuer cette démarche. Et ceux qui ne sont pas dans la démarche, si ça ne les incite pas, on leur fait le prix habituel. Et nous, on va prendre une partie de nos dividendes pour les flécher. Alors, on a un fonds de dotation, et par ce fonds de dotation, on va porter des innovations. On va soutenir l'Agite, par exemple, puisqu'on en parlait une très bonne idée ce midi, sur les sujets de Green IT. On va faire la ruche connectée, que vous avez déjà eu l'occasion de voir si vous suivez E5T. Donc on va porter, nous, ces projets-là par notre fonds de dotation. Donc on va essayer, par ce modèle économique, de faire basculer nos clients, ou que les clients qui sont dans la démarche choisissent de venir chez nous. Vous vouliez parler aussi de comment on mesure aussi les impacts positifs du numérique, parce qu'on parle d'impact négatif, des ACV, des mesures, mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer aussi les impacts positifs qu'on vient d'étayer ? Alors oui, alors c'est vrai que souvent on parle des externalités négatives et on les mesure, mais ces externalités positives-là, on est capable de les mesurer également. Mais alors, elles ne sont pas que environnementales pour le coup. Hein. On a aussi on a l'accessibilité, on va rendre des sites accessibles, on va rendre les sites, la protection des données, on a tout un tas de réglementations qui régulent tout ça. Donc on va mesurer, nous, les sites, comment ils intègrent toutes ces réglementations-là. Merci. Alors, on a beaucoup là parlé donc, merci beaucoup. Est-ce que c'était un cas concret justement d'innovation économique au service du numérique responsable? Mais on a quand même beaucoup insisté sur la démarche collective. Et donc, le collectif, ça marche si tout le monde va un petit peu dans le même sens. Sinon, c'est pas vraiment bénéfique. Et donc, tout l'intérêt aussi de profiter et de continuer à développer des référentiels. Et Mathieu Delem, donc, est-ce que vous êtes, je dirais, à la naissance de nombreux référentiels, et notamment dans ceux qui concernent l'accessibilité? Est-ce que vous pouvez nous partager un petit quels sont les outils en termes de référentiels qui existent aujourd'hui, et puis qu'est-ce qui reste à faire encore dans ce domaine? Oui, merci Romuald, et merci à Myriam aussi pour l'organisation de cet événement. En gros, donc, vous avez bien compris que le numérique avait un impact, parce que hier j'ai entendu dans certaines tables rondes que le numérique était une solution par rapport à d'autres moyens, et c'est pas la bonne façon pour moi d'approcher le sujet. Donc le numérique a un impact, et on a un impact supérieur à l'aviation civile. Donc vu que c'est souvent l'acteur le plus cité sur l'impact, c'est important de l'avoir en tête. Il y a 10 ans, à peu près, un peu moins de 10 ans, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, tiens, mon secteur, enfin mon métier, donc nous on produit des applicatifs numériques, a un impact d'un point de vue environnemental, parce que j'étais persuadé que tout était immatériel, que c'était fabuleux, que tout ce qu'on faisait et ce qu'on produisait n'avait pas d'incidence. Je parle d'un point de vue environnemental, et ça fut la découverte il y a un peu moins de 10 ans. Pour ce faire, je me suis dit, tiens, comment faire avancer la filière, comment faire avancer mon secteur, et comment donner les outils aux gens qui sont concernés par mon métier. Mon métier est pluriel, hein, ça peut être de la chefferie de projet, du design, du développement, de l'hébergement, enfin tous les sujets que vous avez pu entendre.
Et pour ce faire, je me suis basé sur une expérience que j'ai eu la chance de pouvoir partager en 2005. C'est la constitution d'un référentiel autour de l'accessibilité numérique, référentiel qui permet tout simplement, quand on développe un applicatif numérique, de donner l'opportunité et la chance à tous de pouvoir accéder à l'information. Et pourquoi je me suis rattaché à cette idée, c'était de se dire que si on développe pour le secteur un référentiel avec des critères, on va donner les outils à chaque corps de métier de pouvoir produire et développer en connaissance d'un impact et d'un effort à consentir. Exemple, dans une première phase d'un projet numérique, on peut très bien se dire, ben voilà, la phase stratégique. Alors c'est un peu extrême, hein, mais déjà la première question à se poser, est-ce que mon applicatif a du sens? En gros, le meilleur impact, bah, c'est que si je ne développe pas l'applicatif, je n'ai pas d'impact. Et on peut voir tristement, malheureusement, sur le digital, énormément de projets numériques qui n'ont pas de sens ou qui n'ont aucun intérêt et qui sont développés et mis en place et qu'on aurait pu se passer. Et du coup, ça, c'est le côté extrême. Donc, le référentiel donc, et le travail que j'ai donc fourni au sein d'une entité institutionnelle qui s'appelle l'INR, l'Institut du numérique responsable, a été de constituer un groupe de travail, constituer cette segmentation par corps de métier et de faire contribuer ces bénévoles sur quels sont les critères et de se faire accompagner bien évidemment par une direction scientifique pour valider que ces critères avaient un réel impact au niveau de chaque corps de métier. Ça, c'est vraiment un apport important pour moi. Pourquoi? Parce que quand j'ai échangé avec d'autres confrères, on était un peu tous perdus. Je pense que vous l'avez tous entendu assez souvent. Tiens, il faut que je nettoie mes mails, et ainsi de suite. Mais je n'avais pas vraiment d'estimation ou de perception si le fait de nettoyer ma boîte mail avait un réel impact et quel était son niveau d'impact et est-ce que ça avait du sens tout simplement. Donc voilà, donc la finalité aujourd'hui, on a porté ce référentiel et ce référentiel est porté dans le cadre d'une loi qui est la loi Rennes et la loi numérique. Ça s'appelle le RGESN, donc le référentiel général d'éco-conception des services numériques, donc qui a été produit. Et ce qui est intéressant aussi, et ça on ne l'avait pas évalué au départ en constituant ce groupe de travail et en travaillant donc sur cette base, je dirais, de données, enfin, ce corpus, c'est qu'il a été aussi récupéré par l'AFNOR, qui a donc décliné aussi des AFNOR Spec sur l'éco-conception numérique. Donc voilà. Vous vouliez aussi insister sur la différence entre impact et mise en conformité. Oui, c'est vrai qu'il y a souvent un quiproquo sur le sujet. Un référentiel comme le RG2A ou le référentiel général d'éco-conception des services numériques, c'est vraiment sa mise en application. Par contre, ça ne mesure pas l'impact. Donc ça, c'est un élément important. Ça veut dire que si dans le cadre de vos fonctions, on vous parle de mise en conformité, la mise en conformité, c'est un nombre de critères que vous avez respectés, mais ce n'est pas définir quel est votre niveau d'impact par rapport à votre projet. Bon, bah écoutez, il nous reste 2 minutes qu'on va offrir. Donc, c'est notre participation bien commun de cette université d'été. Donc, on a fini. Un grand merci à vous parce que je crois qu'on a pu partager que, contre toute attente, l'innovation dans le secteur numérique est loin d'être que technologique. Elle est très sociétale et principalement collective. En tout cas, c'est les gros leviers importants. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'on le partage tous à l'écoute des différentes conférences qui ont pu avoir lieu. Donc, un grand merci à nos participants. Donc, si comme moi, vous les avez trouvés excellents ou même médiocres, vous pouvez les applaudir. Je vous remercie beaucoup. Et donc, nous offrons 1 minute 20.